When you slow down and wash it all away, it's not just about cleansing, it's about resetting. Now, there's a new way to do it. Ocean Wave Cleanser from Osea is a lightweight biphase cleansing oil formulated with Undaria seaweed that leaves you with hydrated skin that feels as good as it looks. Wash away the day with Osea's new Ocean Wave Cleanser, available now at OseaMalibu.com or Ulta.com. Plus, get 10% off your first order with code OCEAN at OseaMalibu.com. Trading shouldn't have barriers. When Robinhood started, it was built to make trading more accessible. Now, Robinhood offers more sophisticated trading tools. Experience the future of trading on Robinhood Legend, the all-new desktop platform that harnesses intuitive design to deliver a seamless experience for traders. Free to use with a Robinhood account. Robinhood Legend is designed for how you trade with powerful charts, including custom intervals down to the tick and over 80 indicators and drawing tools. Trade all of your favorite assets, including popular stocks and ETFs, all in one place. Take your trading to the next level by customizing your layout in seconds and even enter and exit positions in one tap right from the chart with up to 8 charts per layout. The future of trading is fast, powerful, and precise. Experience it now on Robinhood Legend. Sign up today. Investing is risky. Robinhood Financial, LLC, member SIPC, as a registered broker-dealer. Other fees may apply. This podcast is brought to you by Aura. Imagine waking up to find your bank account drained, bills for loans you never took out, a warrant for your arrest, all because someone stole your identity. Hackers aren't waiting. Why are you? That's why we're thrilled to partner with Aura. Your personal data is a goldmine for hackers, and Aura helps lock it down. Aura monitors the dark web, blocks data brokers from selling your information, includes a VPN for private browsing, and a password manager to secure your accounts before criminals break in. For a limited time, Aura is offering our listeners a 14-day free trial plus a dark web scan to check if your personal information has been leaked, all for free at aura.com/safety. That's aura.com/safety to sign up and start protecting yourself and your loved ones. That's aura.com/safety. Terms apply. Check the site for details. Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast La Pointe. Je suis Christophe Augier, je suis en compagnie de Frédéric Durand. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Cette semaine, nous avons le plaisir d'accueillir 2 joueurs de l'équipe de France, mais surtout du Cercle des nageurs de Marseille. Ils reviennent sur les dernières performances de l'équipe de France, dont les JO de Paris 2024, mais aussi les performances en club avec le premier Final Four de l'histoire du water-polo français. Acteurs majeurs dans leur équipe, ils évoquent leur parcours passé, présent et à venir, mais pas que. Allez, c'est parti! Dans ce nouvel épisode, ce n'est pas un, mais 2 invités que nous accueillons aujourd'hui, donc Romain Marion Vernoux et Alexandre Bouet. Pour commencer, Romain, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, Romain Marion Vernoux, j'ai 25 ans, je joue au Cercle des nageurs de Marseille, là où j'ai commencé le water-polo à l'âge de 9 ans, et là où je suis rentré en équipe première à l'âge de 16 ans. Et je suis également membre de l'équipe de France de water-polo, que j'ai intégré à l'âge de 17 ans. Alexandre, même question. Bonjour, je m'appelle Alexandre Bouet, je suis joueur du Cercle des nageurs de Marseille aussi. J'ai été formé à Montpellier, où j'ai joué jusqu'à mes 18 ans. Et ensuite, je suis parti à Douai jouer 2 ans avant d'arriver au Cercle des nageurs en 2021. Et maintenant, c'est ma 4e année. Je suis en équipe de France aussi depuis 2019 à peu près. Frédéric, tu veux attaquer les questions? Ouais, on peut revenir un peu sur les débuts. On va commencer par Alex. Donc, toi, tu es issu, comme tu l'as dit, de Montpellier. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu te sois orienté vers le water-polo? Est-ce que tu avais dans ta famille des gens qui ont fait ce sport? Qu'est-ce qui t'a poussé vers la piscine? Alors non, dans ma famille, il n'y a personne qui était lié au water-polo. C'est venu simplement que mes parents ont voulu que j'apprenne à nager assez tôt. J'ai rapidement aimé ça, et puis après, arrivé au moment où dans un club de natation, tu nages correctement les 4 nages,
soit on t'oriente vers, la natation course, soit à ce moment-là, Montpellier, c'était dans les années du coup, 2010-2012. Montpellier était très fort à ce moment-là. Ils étaient, voilà, systématiquement quasiment en finale contre Marseille. Donc je suis allé voir ces matchs-là et puis ça m'a plu et d'un essai à l'autre, j'ai plus jamais arrêté. Et toi, Romain, on sait qu'il y a pas une filiation, mais une tradition quand même par le biais de Yann, ton oncle. C'est lui qui t'a fait venir là ou comment ça s'est passé pour toi? Moi, je pratiquais plusieurs sports, avant le water polo. J'avais fait du judo, du tennis, je faisais du rugby. À une rentrée, j'ai voulu changer de sport, essayer un autre sport et puis il y a mon oncle qui, comme vous savez, faisait du water polo. Du coup, il m'avait proposé avec mon cousin, avec Thomas, d'aller faire les essais et puis on était allé faire les essais, ça s'était super bien passé, on était super à l'aise dans l'eau. Puis ça nous a plu directement, le fait d'être dans l'eau, de jouer avec un ballon, tout ça, ça nous a plu. Les tests, ont bien marché et donc du coup, on est resté directement dans les équipes jeunes à partir de là. Et toi, Alex, avant d'arriver au cercle, tu as fait donc un saut, comme tu l'as expliqué, à Douai. Je ne veux pas dire pourquoi Douai, mais qu'est-ce qui t'a fait partir de Montpellier, aller à Douai? Ou est-ce que c'était dans un prolongement de carrière où tu avais envie je sais pas, de découvrir autre chose? C'est le choix de Douai, est-ce que tu peux nous l'expliquer? En fait, j'ai connu mes premières sélections en équipe de France, pour les stages, les rassemblements et cetera. Pas les matchs encore, mais quand j'étais encore à Montpellier. En fait, à la suite des équipes de France jeunes, j'avais été appelé par Nenad pour les premiers stages et cetera. Je jouais, mais je jouais pas énormément avec Montpellier. C'était un peu, voilà, c'était pas, défini comme ça pouvait, l'être dans un club plus petit comme Douai. Et puis ça a été Yann, surtout le facteur, décisif à mon choix, parce que j'avais eu un peu les clubs, Noisy m'avaient appelé, Noisy, Sète, Tourcoing, tout ça qui m'avait appelé aussi, mais le facteur, ça a été Yann, qui était aussi entraîneur de l'équipe de France, adjoint à ce moment-là. Quelqu'un que j'avais eu en jeune aussi. Je l'avais eu en équipe de France jeune à Minsk et donc ça a été le facteur qui a fait que j'ai choisi Douai parce que c'était, voilà, une équipe jeune, une équipe, dynamique qui se construisait bien à ce moment-là parce que c'est l'année où il y avait encore Charles, il y avait Cédric Oqueta, ils ont recruté aussi pas mal d'étrangers cette année-là. Pouvoir travailler avec Yann, c'était quelque chose de très important pour moi. Donc ça a été guidé cet environnement-là, quoi. Yann Clé, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas Yann Clé, qui revient aux affaires à Douai. Qui revient aux affaires à Douai. C'est très bien. Année d'ailleurs où tu as fini meilleur buteur du championnat avec Douai. Me Ouais, semble-t-il. saison régulière, ouais. Ouais, ce qui est quand même une perf. Alors, des fois, c'est pas toujours facile d'être meilleur buteur dans un club, dans un gros club, parce que le scoring est partagé entre plusieurs joueurs. Mais être meilleur buteur du championnat, quand même, tu étais jeune en plus, dans une équipe comme Douai. Est-ce que c'est ça, à ton avis, qui t'a ouvert les portes du cercle ou comment ça s'est passé aussi, la venue au cercle? Je pense pas. Je pense que, voilà, comme tu l'as dit, déjà être meilleur buteur, dans des petites équipes, dans des clubs un peu plus petits, c'est différent. Il y a comment ça s'appelle? Une responsabilité qui est moins partagée, qu'on ait plus de tirs. J'étais plus, c'était pas forcément beaucoup plus, ça voulait pas dire que c'était plus performant ou quoi. C'était même peut-être plus brouillon à certains moments, je pense. Mais j'avais peut-être plus de responsabilités à ce moment-là sur le shoot. Ça a amené ça, mais après, est-ce que c'est pour ça que le cercle m'a appelé? Je pense pas non plus. Je pense que c'était un truc global. J'étais jeune, voilà, j'étais parti, j'étais prêt à commencer. J'avais commencé en équipe de France aussi, donc je pense que c'était un peu tout, ouais. Et j'ai une question pour tous les deux là. Vous avez été, comme un peu nous tous, happés par la passion de ce sport, assez, jeune. Est-ce que vous avez eu des rêves, assez rapidement pas de grandeur, mais d'équipe de France, senior, de jeux olympiques, de trucs? Est-ce que vous aviez, l'ambition, très tôt? Est-ce que vous vous êtes aperçu que vous aviez des dispositions vraiment, pour ce sport-là qui pouvaient vous ouvrir des portes pour aller vers plus haut? Ou, comment vous avez commencé? Est-ce que c'était juste comme ça un sport au lieu d'un autre ou est-ce que vous aviez une ambition très, prononcée rapidement? Romain? Alors au tout début, je me souviens pas avoir pensé, en commençant aux grandes compétitions, aux grands résultats, aux équipes de France, tout ça, parce que je connaissais pas encore ce milieu bien. C'était les premières années. Au fil des entraînements, au fil des mois,
j'ai commencé à me sentir vraiment bien dans l'eau, être de mieux en mieux dans l'eau et être meilleur dans l'eau. Donc, j'ai commencé à être un joueur important dans l'équipe, dans les équipes jeunes. Puis on a eu rapidement des tournois, enfin en France, on a eu vraiment beaucoup de tournois dans la région. Puis même en montant plus dans le nord, des tournois à Douai. Donc c'était des tournois vraiment intéressants. Puis après, on a eu les tournois comme à Bawaba, des tournois internationaux. Et c'est ça qui m'a fait découvrir un peu le sport international, les compétitions internationales, l'ambiance de tournoi. Et c'est là que ça a commencé vraiment à me plaire et j'ai commencé à me dire, j'ai envie de faire cette chose-là, mais à très haut niveau et avec les grands, quoi. Donc c'est parti de là. Ça s'est fait petit à petit, quoi. Je me suis, concentré sur, le travail, tout ça pour arriver, au niveau international, dans les équipes seniors. Et toi, Alex? Moi, c'est un peu similaire à Romain aussi. En jeune, j'y pensais pas trop. Puis Montpellier, alors quand j'ai commencé, était voilà au top au niveau français, etc. Même ils avaient joué à la Champions League, mais à ce moment-là, c'était aussi un peu moins possible de regarder sur Internet les matchs de Champions League, tout ça. Donc, en fait, je suivais l'équipe première de Montpellier, mais j'étais pas voilà transcendé par le niveau international parce que je connaissais pas. Et puis, pareil, en fait, au fil des sélections, jeunes, les sélections régionales, puis après les sélections zone med et puis après les premières, voilà, en fait, commencer à imaginer peut-être une sélection équipe de France jeune et cetera. En fait, à ce moment-là, j'ai découvert un peu le niveau international, tout ça et c'est venu de là et je me suis tout simplement dit: «Ouais, pourquoi pas, quoi? Pourquoi pas, après les sélections régionales, après la sélection zone med, pourquoi pas une équipe de France jeune?» Et puis après, en fait, tout s'enchaîne et par passion, tu continues. Une question, du coup, pour tous les 2 aussi. À quel âge, vous avez fait votre première sélection jeune? Allez, on va commencer par Alex, qui avait la parole. C'était l'équipe de France 17 ans à Malte, enfin le préparation pour les championnats d'Europe à Malte, mais c'était un an avant, donc je pense que c'était 2017 le championnat d'Europe à Malte, donc ça devait être, 2016, je devais avoir 15 ans à peu près, pour la première sélection, équipe de France jeune. Avant c'était zone med, tout ça, mais première équipe de France, ça devait être ça. Romain? Moi, c'était l'année avant 2015 où il y a eu les Jeux européens à Bakou. Donc, c'était pour les 17 ans, je crois, c'était les 98 et moi, je suis 2000, donc j'avais 15 ans à cette époque-là. C'est marrant parce que vous avez à peu près le même parcours en équipe de France jeune, parce que je crois que vous avez le même âge, hein, vous avez 25 ans tous les 2. Hein, vous êtes tous les 2 de 2000. Donc c'est, des petites trajectoires un peu en parallèle, c'est assez rigolo. Est-ce que la qualification de l'équipe de France A, pour les Jeux de Rio, c'était la première fois depuis 92. Est-ce que ça vous a, je vais pas dire concrétisé une espèce de rêve en vous disant que vous, un jour, vous y seriez peut-être? Est-ce que cette qualif au jeu a eu un impact, perso sur vous ou pas? Bah, personnellement, moi, oui, parce que je regardais à la télé, c'était rediffusé sur l'équipe. C'était une des rares fois où on pouvait voir les matchs de water polo à la télé et c'était vraiment, bien organisé, je trouve. Les commentateurs te donnaient vraiment envie de regarder, de comprendre le jeu, qui te donnaient des émotions aussi, qui transpiraient le water polo, quoi. Et le fait que l'équipe de France ait réussi à se qualifier, c'était vraiment un moment, incroyable, que je me souviens, enfin, j'avais les frissons en regardant. Je me souviens que tout le staff avait fini à l'eau, toute l'équipe avait fini à l'eau en célébrant ce match contre les Pays-Bas et que ça on en avait parlé les semaines qui sont venues après, on en parlait encore et le fait qu'on en parle comme ça, que ça soit médiatisé, ça m'a vraiment donné envie de participer à ce genre de rêve, ce genre d'exploit et donc ça m'a motivé encore plus, ouais. C'est un peu la première pierre, des 10 années qui viennent de se passer. C'est la première pierre de tout ce qui a suivi jusqu'à maintenant. On est en 2025. Toi, Alex, tu suivais, je suppose ça, ce parcours-là aussi de très près. Est-ce que vous vous êtes dit à un moment donné, est-ce que tu t'es dit à un moment donné, un jour ce sera nous peut-être? Est-ce que ça t'a donné une motivation supplémentaire? Bien sûr, je pense que ça a été super fondateur. Moi, je me souviens encore où j'étais quand, j'ai regardé le match, même le tournoi de qualif en règle générale. Je pense que j'avais plus regardé vers la fin, mais ça a été
c'est vrai que ça a été un moment vraiment important. Déjà, voilà, comme a dit Romain, que ce soit retransmis sur l'équipe, c'était facile à regarder. Commentateur, je crois que c'était John Moriamé qui était commentateur à ce moment-là. On sentait vraiment la passion qui transpirait, voilà, dans les commentaires, vu il était blessé, je pense, à ce moment-là, et donc il vivait le rêve aussi un peu à travers la télé. Et pour des jeunes passionnés téléspectateurs à ce moment-là, c'était un truc de fou, quoi. Voir cette équipe, voir la joie, tout ça. Et puis après, il y a eu aussi, je pense que vous en souvenez tous, il y a eu cet Intérieur Sport aussi sur Canal, après, qui a été vraiment pour moi le documentaire le plus réussi sur le water-polo français, de loin. C'est vibrant, c'est marquant, on se souvient tous. Moi, j'ai dû le regarder 10 fois peut-être. Ce moment-là, cette équipe qui s'est qualifiée pour Rio, ça a été un vrai déclencheur, je pense, pour nous, qui étions un peu appelés Génération 2024, parce qu'on aurait, voilà, 24-25 ans, pour les Jeux de Paris. Je crois que la nomination de Paris a été su 1 an après, cette qualif-là, et du coup, ça a été, voilà, tout s'est en fait, je pense qu'inconsciemment, c'est à partir de cette période-là que dans nos têtes, on s'est dit: «Ouais, on a envie de suivre ce qu'ont fait les plus grands», et en plus, on a la chance, il y a peut-être Paris qui arrive, donc c'est sûr que ça a été la 1re pierre, quoi. Entre Rio et Paris, il y a eu Tokyo. Et Tokyo avec ce TQO à Rotterdam où vous nous avez fait vivre aussi des sacrées émotions avec ce match contre la Grèce que vous maîtrisez pendant longtemps avant d'échouer au pénalty. La Grèce qui finit médaille d'argent après qui aurait pu sortir de ce tournoi et qui glane l'argent après. Ça, c'est la plus grosse déception. Ça fait partie des plus grosses déceptions, ouais. C'est pas la plus grosse déception, il y en a d'autres qui vont arriver un peu plus tard. Mais à ce tournoi-là, c'était vraiment intéressant parce que c'était le moment où l'équipe commençait vraiment à se souder et on commençait vraiment à jouer ensemble et vraiment s'amuser dans l'eau. Et donc ça se sentait à l'extérieur et à l'intérieur du bassin. On sentait vraiment l'équipe soudée et on arrivait à produire du beau jeu, à maintenir les grosses équipes avec nous pendant tout le match. Ça a été un peu le commencement, je dirais, de ce groupe avec les ambitions qu'on a eues tout au long du parcours JO 2024. C'était vraiment un moment marquant, je pense, ce tournoi de qualification olympique. Parce que juste avant ça, je me souviens de tournois amicaux ou d'autres tournois où on se prenait vraiment des caisses contre des grosses équipes internationales, la Croatie, la Serbie, tout ça, où on n'arrivait pas à les accrocher, on n'arrivait même pas à être proche d'un match nul, d'une victoire d'un but, on n'arrivait pas à être à ce niveau-là. On prenait 10 buts d'écart, quoi. Et arrivé à ce tournoi olympique, il y a eu un genre de déclic. Je pense que la motivation de se qualifier au JO, c'était ce qui nous a poussé vraiment à élever notre niveau. Finalement, ce match contre la Grèce qu'on aurait pu gagner si on avait mieux géré le match en fin de match, ça aurait pu nous amener à jouer les Jeux olympiques à Tokyo. Donc oui, c'était une énorme déception sur le moment, c'était vraiment une énorme déception. On a parlé de l'acte fondateur en 2016 avec la qualif des grands, enfin vous faisiez pas partie de cette équipe, mais des grands. Et pour moi, il y a le deuxième acte fondateur, c'est Tokyo, la qualif ratée à Tokyo. Et on s'aperçoit qu'après, depuis cette non-qualif, il y a eu un top 6 mondial avec cette défaite contre l'Espagne en quart où vous êtes à un poil de passer en demi. Vous enchaînez sur une demi à Doha où vous perdez au péno. Je pense que c'est peut-être ça, Romain, que tu veux, la deuxième plus grosse déception dont tu veux nous parler. Mais vous avez fait rentrer le polo français dans un Gotha dans lequel avant, on était plus dans la participation et vous avez été dans la performance, ce qui est quand même une grosse différence. Comment vous avez vécu un peu cette transition d'être regardé comme les gars qui prenaient 10 buts avant, comme tu le disais, Romain, à tout d'un coup les gars qui rivalisent avec tout le monde, puisque vous avez battu tout le monde à part l'Italie. Qu'est-ce que ce changement de regard des autres, ce changement de votre propre regard aussi? Ben, pour repartir du TQO à Rotterdam, je pense que c'était vraiment un moment spécial. En plus, c'était pendant le Covid. On a eu 8 matchs en 8 jours. On était enfermés. On mangeait même dans nos chambres. Moi, j'étais dans la chambre avec Romain. Pour la petite anecdote, on mangeait dans les chambres. En fait, on prenait nos plateaux repas et on mangeait tous les deux. On n'a jamais mangé avec l'équipe de la semaine, quoi. C'était assez spécial comme environnement. Et puis, on avait eu beaucoup de... Ce qui a fait, je pense, qu'on a réussi à être compétitif dans ce tournoi, c'était aussi parce que
les plus grands, qui étaient encore 4-5, je pense, à ce moment-là, avaient vécu celui de Trieste en 2016 et nous avaient vraiment transmis leur expérience, quoi. La façon de l'aborder, comment il fallait le gérer, comment tout ça. Et ça aussi, en fait, ce transfert et ce partage d'expérience, il a été fondateur pas que pour Rotterdam, mais pour toute la suite après, parce que on a bien abordé ce tournoi, on l'a pris sérieusement, on l'a vécu vraiment pleinement comme il l'avait vécu en 2016. Cette déception, en fait, elle a été aussi fondatrice parce que après, on est reparti au travail avec cette idée qu'on était capable de rivaliser avec les grandes équipes. Et puis après, voilà, comme tu as dit, c'est enchaîné, il y a eu l'arrivée de Florian, du coup, 1 an après. Et puis après, ça a été rapidement la préparation pour Split. Le 1er match contre l'Espagne aussi, ça a été, je pense, un moment fort de cette équipe, là. C'était, ce 1er match, sous l'ère de Florian et Vico, à Reims contre l'Espagne en World League où on fait une performance qui est, comme si, un peu tombée du ciel, où on gagne l'Espagne et qui était quasiment venue au complet, chez nous. Donc, devant notre public, c'était voilà, ça a démarré comme ça. Je pense que tout s'est enchaîné après, de cette façon. Mais c'est un bon mélange entre l'héritage qu'il y a eu de 2016 avec des mecs, comme on a dit tout à l'heure, qu'on a regardé à la télé, qui nous ont fait vibrer, qui nous ont donné envie, en fait, de participer à ça. Et 3-4 ans après, jouer avec eux et les écouter nous parler de cette expérience-là. Et aussi après, plus tard, quand on a commencé à parler des Jeux de Paris, vraiment de les entendre, parler des Jeux et de leur, regret un peu de pas avoir, pu, être, performants aux Jeux de Rio et ce réel désir de vouloir performer à Paris. Et ça, en fait, ça a été une vraie différence aussi. De se dire que voilà, se qualifier, on allait sûrement se qualifier, enfin on allait être qualifié parce que, la qualification, parce que c'était le pays hôte, mais que maintenant il fallait performer. Et ça, on en a parlé quand même avant, bien avant. Et c'est ce qui a amené, je pense, à tous ces tournois où on a performé. C'était cet état d'esprit, je pense. Est-ce que c'est vraiment l'état d'esprit ou qu'est-ce qui a changé que comme ça, du coup, on prend 10 buts et puis finalement on se regarde, les yeux dans les yeux et les matchs sont serrés? Est-ce qu'il n'y a pas une approche aussi sur l'entraînement, bon, l'encadrement a changé, tu l'as évoqué, hein, avec l'arrivée de Florian Bruzo et Kobeckchak. Est-ce qu'il y a autre chose ou c'est vraiment, ce partage d'expérience avec ce tournoi, qualificatif abordé au préalable? Est-ce que c'est vraiment que ça ou il y a quand même, voilà, autre chose derrière que vous avez peut-être pas perçu comme ça, mais il y a eu une méthode, un changement de méthode qui se passait peut-être aussi dans les clubs? Comment c'était? Juste un truc avant qu'il réponde. Est-ce que la professionnalisation totale quand même de votre sport, a fait que, vous avez quand même pu franchir un step, de finalement vous entraîner comme, les autres, en étant déchargé des contraintes, j'allais dire, autres que celles du polo et d'être focus complètement sur le polo? Est-ce que cette professionnalisation, ça vous a amené quand même à franchir ce step? D'abord, la question sur, comment on est arrivé à ces résultats-là, à passer de 10 buts d'écart à revenir, au niveau des équipes, vraiment fortes au niveau européen et mondial. On l'avait pas encore dit, mais oui, forcément, ça passe par les entraînements, par le travail, acharné qu'on a mis, quoi. On a même avant le tournoi de Rotterdam, la préparation qu'on avait faite avec Nenad, où on s'entraînait, tout l'été sans avoir de vraies compétitions, à l'arrivée de l'été. On jouait même pas de compétition, on faisait juste des stages, des petits tournois, des petites confrontations contre des équipes. On s'entraînait vraiment dur, physiquement, hors de l'eau, dans l'eau, la partie natation, puis on restait 3 heures dans l'eau sur une piscine extérieure, en plein cagnard. Donc ces moments-là, ça a fondé aussi, ça nous a fait travailler, ça nous a fait progresser. Et puis on s'est rendu compte qu'on pouvait accrocher ces équipes, on pouvait les gagner. Donc l'état d'esprit aussi qui a un peu changé, qui était un peu plus conquérant, les années qui ont suivi. Et comme tu le disais Fred, la professionnalisation, après moi j'ai pas connu vraiment l'époque où c'était plus compliqué que ça. Mais c'est sûr que la professionnalisation du sport, ça aide, à se libérer, plus pour le sport et donc à se concentrer vraiment sur le sport, sur, la préparation, la récupération, toute cette partie-là, quoi. Donc
c'est sûr que ça aide dans les performances et dans le niveau qu'on atteint. Ouais, en plus, vous avez déjà cette structure-là à Marseille qui est, moi, j'ai connu Marseille avec un coach et basta. C'était tout. Là, je vois le staff quand même entre le coach, les adjoints, le physio, le préparateur physique. Enfin, il y a un staff quand même qui est très étoffé. Donc, vous avez eu, vous, enfin, cette opportunité en club d'avoir déjà cette qualité de travail, cette qualité de formation, cette qualité de préparation et en équipe nationale, de travailler aussi beaucoup parce que je suis bien conscient évidemment de la charge de travail qu'il faut pour arriver à ces résultats-là. Donc en fait, tout ça mis bout à bout avec en plus une bonne ambiance et une bonne osmose dans l'équipe fait que vous avez franchi ce step de résultats. On a parlé des championnats du monde au Japon et on va basculer sur Doha où on va basculer un peu dans l'irrationnel. Qu'est-ce que vous aviez comme ambition en venant à Doha? Faire mieux qu'au Japon, même si on sait que ça tient vraiment des fois à rien. C'était quoi le plan de jeu, enfin pas le plan de jeu, mais l'ambition avant d'aller à Doha? Dernière compétition avant les Jeux. C'est vrai que Doha, c'était un peu irréel. Comment synthétiser ça? Je pense que déjà, voilà, on a parlé, bon, on va pas revenir sur le travail acharné qu'on a fait pendant ces années-là, depuis l'arrivée de Florian, même avant. On a été, je pense, il y a eu une vraie densité aussi dans le groupe, c'est-à-dire qu'il y avait une vraie concurrence sur ces années-là. Un mélange, comme on a dit, entre les plus expérimentés et les plus jeunes. On était quand même 18, 20 joueurs à vouloir vraiment se battre pour Paris. Donc tous les stages étaient relevés. Entre nous, le niveau de l'équipe de France, en fait, a été le plus dense, je pense, qu'il y a eu depuis un moment. C'était dur, voilà, au niveau de la concurrence, au niveau de l'investissement qu'il fallait mettre tous les jours. Je pense que ça a créé ça. À Fukuoka, voilà, on a fait un super tournoi. On n'est pas passé loin d'une demi encore avec contre l'Espagne. Je pense que c'était peut-être trop tôt, peut-être que voilà, on a eu peut-être peur de gagner sur ce match-là. À la fin, on était en manque d'expérience sur ce quart de finale. Mais Doha, on l'a abordé. Doha, c'est arrivé après un tournoi de championnat d'Europe qui n'a pas été réussi du tout au final, parce qu'on perd contre la Serbie en huitième de finale pour accéder du coup au top 8. Après, on finit plutôt bien ce championnat d'Europe en gagnant des équipes comme la Géorgie et les Pays-Bas, qui sont des équipes qui ont toujours été un peu au coude à coude avec nous. On les met vraiment derrière et ça a été vraiment important. Et puis après, on a encore 2-3 semaines de préparation avant Doha et puis ça a été compliqué honnêtement, hein, c'était dur, on sortait d'un championnat d'Europe pas trop réussi, on s'est remis au travail, il y a eu des tensions, aussi au sein de l'équipe. Je pense que l'équipe s'est construite à ce moment-là aussi et que chacun est passé individuellement, collectivement dans des moments, de haut, de bas et cetera. Et puis arrivé à Doha, en fait, on avait vraiment vécu pendant un mois et demi, beaucoup de choses et pas comme une préparation normale parce qu'il y avait eu des matchs officiels, parce qu'il y avait eu des tournois officiels et qu'on était prêt à ça et l'équipe s'était vraiment construite là-dessus et en fait, on est arrivé à Doha à la fois décomplexé et très préparé par rapport au vécu qu'on avait eu sur le mois et demi qui venait de passer et en fait, ça s'est enchaîné. Voilà, les 2 premiers matchs de Doha contre, je crois que c'est Brésil ou Chine, enfin, je sais plus dans quel ordre, mais c'est pas flamboyant ce qu'on produit et puis on monte en puissance. La Grèce, ça a été quand même un match, je trouve abouti. On perd, à la dernière minute, mais c'était un match abouti et puis après, voilà, ce huitième de finale contre l'Australie, on fait une performance super solide et puis après ce quart de finale qui était, voilà, hors norme, qui était un peu voilà, le quart de finale, c'est toujours le match qui est le match coup près, qui te fait passer Vers les médailles. vers les médailles, à un match de classement, voilà et du coup, ce match a été un peu irréel, mais ce qui a été beau et ce que j'ai trouvé dingue, à la fois, c'est notre plus grosse déception et notre plus grosse fierté, c'est ce match contre la Croatie en demi-finale, où on fait un match, vraiment exceptionnel. On le perd, voilà, de la manière la plus cruelle, mais on n'a pas passé les quarts de finale et on s'est dit, voilà, c'était acquis, quoi et ce match-là, il s'est joué à rien et c'était nouveau pour nous, mais on a quand même réussi à performer sur ce match-là. Donc Doha, c'était exceptionnel, la façon dont on l'a abordé, la façon dont on a performé et ce qui s'est passé entre nous, en fait. La déception est énorme de passer à côté de la médaille, le match contre l'Espagne après pour la 3e place aussi. C'est vraiment, je pense, notre plus grosse déception, mais à la fois on en garde enfin moi personnellement, je parle en mon nom, j'en garde des souvenirs humains
de ce qu'on a vécu en tant qu'équipe et avec les mecs, exceptionnel. C'était vraiment un moment hors du temps, quoi. Est-ce que Doha, est-ce que vous n'avez pas été finalement, alors c'est facile de le dire après, mais prêt trop tôt? Ou est-ce que Doha, c'était un tournoi, j'allais dire encore, c'est un championnat du monde, donc pas un tournoi de prépa pour les Jeux, mais est-ce que c'était déjà un tournoi où vous vouliez performer? C'est difficile de performer 2 ou 3 fois dans la même saison. Est-ce que c'était un tournoi de plus sur le chemin vers les Jeux ou vous vouliez déjà faire quelque chose directement à ce tournoi-là? On voulait faire un résultat quand même à Doha. On y était allé pour gagner les matchs, quoi, et pour ramener une médaille si c'était possible. On voulait rayonner au niveau international, montrer qu'on était là avant les JO. Donc c'était quand même l'objectif de montrer que l'équipe de France, il fallait compter sur elle aux Jeux olympiques. Mais après, on peut le voir comme ça, oui, vu qu'on a fait une quand même assez grosse performance à Doha, ça a pu nous causer du tort pour les JO ensuite. Mais bon, c'est pas à 100% la cause, je pense. Enfin, on peut le voir comme ça, mais je pense que si on avait gagné une médaille, ça aurait pu nous aider aussi à avoir ce lâcher-prise qu'on a eu pendant cette compétition à Doha, l'avoir aussi à Paris. Donc je pense pas, personnellement, je pense pas que ça nous ait desservi, mais plutôt que ça aurait dû nous aider à faire un meilleur résultat à Paris, ouais. Est-ce que ce résultat, parce qu'après il y a eu, un flot médiatique important, comment vous l'avez vécu? Est-ce que ça n'a pas été, comment dire? Un peu, très submersif? C'est-à-dire qu'on n'est pas habitué, on n'est pas préparé à ça, des plateaux télé, être sollicité régulièrement par les journalistes. Et est-ce que vous étiez préparé un petit peu par rapport au staff qui avait quand même été, renforcé, au niveau de l'équipe de France? Est-ce qu'il y avait une préparation par rapport à ça? Ou en fait, c'est arrivé d'un coup et puis, vous l'avez vécu, «comme vous avez pu» entre guillemets? On n'est jamais vraiment préparé à ça dans un sport où on est très peu médiatisé. Mais je pense qu'on a quand même été bien protégés. Après, moi, j'ai pas été trop sollicité, Romain, je pense, pas trop non plus. C'était plus Thomas, Hugo, et même Hugo Fontani qui ont été beaucoup plus, médiatisés et qui ont vécu plus, les plateaux télé et cetera. Nous, voilà, on a été quand même assez bien protégés. Je pense que ça a eu un impact positif sur nous et on a vraiment ressenti cette fierté de, voilà, de pouvoir mettre qu'on parle du water polo en France, que en fait, c'était ça, après la qualification en demi-finale, en fait, c'était le plus impressionnant, c'était pas tellement nos familles, nos proches, nos amis qui nous envoyaient des messages, c'était les personnes lambda qui envoyaient des messages à nos familles pour dire: «On a vu, le water polo, ça fait ça, on sait que, ton fils, ton frère, il est dans l'équipe», et en fait, c'était cette chaîne, en fait, qui a fait que ça a fait du bruit d'un coup et ça, c'était beau. Après, est-ce que pendant le tournoi de Doha, ça nous a peut-être un peu surchargé? Ça, c'est possible, mais au final, on fait quand même une super demi-finale, donc ça nous a enlevé la médaille peut-être sur la 3e place, peut-être à la limite si on parle de ça, mais et encore. Mais sur la préparation des Jeux, l'impact médiatique, je pense pas non plus. Je pense, voilà, comme a dit Romain, que c'est beaucoup de choses, quoi. Le shoot de Thomas, le tir de Thomas contre, la Hongrie, ça a été, je pense, enfin pour nous, un shoot d'adrénaline, incroyable de voir que, la Hongrie en plus qui est le pays majeur du polo depuis 100 ans, ce shoot qui t'envoie dans le dernier carré, comment parce que le staff, il a fallu quand même il y avait encore 2 matchs à jouer, les 2 matchs certainement les plus importants de la compétition pour vous. Comment le staff, il a fallu quand même qu'il vous maintienne, c'est pas facile quand même de quand c'est une première fois comme ça, de maintenir un peu les mecs, pas dans le rêve, la folie, la concentration, tout ça. Je pense que des gars comme Hugo, Crouzilla, qui ont un peu plus d'expérience, ont dû jouer ce rôle-là. C'était quoi l'état d'esprit juste après la qualif, à part la joie, mais de se projeter sur le match d'après? Alors il y a eu une immense joie à ce but libérateur là, sur tout le banc. Il y a des photos qui sont sorties, elles sont vraiment impressionnantes. On est tous, à sauter, à pleurer de joie, à sauter dans l'eau à la fin du match. Donc là, ça nous a mis un vrai shoot d'adrénaline, comme tu as dit. Et puis après, ça a été dur le soir même parce qu'on a reçu, du coup, comme il a dit Alex aussi, beaucoup de messages, beaucoup de sollicitations. Et on arrivait, enfin, c'était dur de réaliser qu'on était en demi-finale des championnats du monde. Rien que l'entendre, ça nous mettait un peu les frissons, quoi, de se dire qu'on était à un match ou deux de jouer une médaille.
Et donc, ça a été dur de dormir le soir même. Je pense qu'on a dû s'endormir vers 5h, 6h le soir même, avec Alex dans la chambre. C'est impossible de dormir. Déjà, après les matchs tardifs, en règle générale, on a du mal à s'endormir avec l'adrénaline, tout ça. Alors là, avec le scénario et puis cette qualification en demi-finale, c'était vraiment impossible. Et puis le lendemain, on s'est vite remis dedans. Donc on a fait la séance de récup. Puis après, on a eu, il me semble, on a eu une réunion où là, c'est Vieco qui nous a dit, qui nous a parlé, qui nous a dit que ça serait vraiment dommage de s'arrêter à ce stade-là de la compétition. Une fois qu'on avait atteint ce dernier carré, qu'on était en demi-finale, ça serait dommage de ne pas jouer le jeu jusqu'au bout et d'aller, on s'est même dit, être champion du monde, quoi. On avait la possibilité. C'est ça qui nous a aidé à nous remettre dedans. Puis chacun s'est reconcentré très rapidement et le lendemain, on était déjà prêt pour affronter la Croatie. Donc ça s'est fait assez rapidement. On s'est parlé entre nous, on s'est parlé avec le staff et c'est venu naturellement. Avec la médaille en jeu, c'est venu vraiment naturellement. Là, je vais basculer sur les Jeux. La sélection pour les Jeux, elle a été annoncée quand, au mois de juillet? Juin, juillet? Oui, je pense, ouais. Je sais plus exactement. Vous aviez quand même tous les deux la certitude de faire partie des 13 quand même. Il n'y a pas de doute par rapport à votre participation, Non, moi même si c'est pas facile de répondre à ça. Ça a été non, je pense qu'il y a eu une tension, vraiment permanente pendant tout le stage de sélection qui a pesé plus ou moins sur tout le monde, mais je peux vous assurer qu'au début de la préparation, on n'était pas assuré d'aller au jeu, quoi. Il y a eu une vraie pression de sélection, comme, il y a jamais eu sur les prépas avant, quoi. D'accord. Ouais, comme Alex, rien n'était acquis. Donc, fallait gagner sa place pendant le stage. Et c'était vraiment dur parce qu'il y avait une vingtaine de mecs qui voulaient se battre pour sa place. Donc, non, la sélection n'était pas faite à l'avance. C'est sûr que les participations aux compétitions précédentes, là où Alex et moi, on a été sélectionnés quasiment, enfin, à toutes les grosses compétitions. Donc, c'est sûr que ça nous a servi et on était un peu plus légitime pour la sélection, mais rien n'était fait à l'avance pendant ces trois mois de stage, quoi. Alors Romain, on sait que l'ennemi enfin Romain et Alex, l'ennemi du sportif, c'est la blessure. Et toi, tu as connu une blessure quand même assez sérieuse à l'épaule avec une opération. L'épaule, c'est le genou du footballeur un peu. Est-ce que tu as eu un petit peu peur pour la suite de rater le Graal olympique? Bah, le moment où c'est arrivé, c'est sûr que ça m'a fait un petit peu peur. L'épaule, c'est un peu l'outil de travail du poloiste, donc c'est sûr que m'être blessé à l'épaule, ça a été un peu déstabilisant. Et c'est arrivé progressivement. C'était des micro-blessures à répétition, mais qui pouvaient entraîner une très grosse blessure. En fait, je faisais des luxations d'épaule et des micro-luxations d'épaule. Donc, ça arrivait à répétition pendant l'année. C'était l'année 2022-2023. Ça m'arrivait quasiment toutes les 2 semaines sur des mouvements un peu à la con. Mon bras sortait complètement et mon épaule se luxait, quoi. Et j'ai vu plusieurs chirurgiens qui, les deux, avaient le même avis et qui m'ont dit qu'il fallait m'opérer, quoi. Et donc, il est venu la question du timing de l'opération sur la période de convalescence, combien de temps j'allais mettre pour récupérer. Et il y avait les championnats du monde de Fukuoka qui arrivaient à l'été 2023. Et c'était vraiment dur pour moi parce que c'était les premiers championnats du monde que j'allais faire. Et c'était une qualification qu'on avait obtenue l'année précédente à Split au championnat d'Europe. Donc vraiment, j'avais pensé toute l'année à ces championnats du monde et je voulais absolument y participer. En plus, dans une destination comme le Japon, c'était vraiment fabuleux. Et le fait de devoir me faire opérer en juin du coup de cette année 2023 avant les championnats du monde, c'était vraiment dur, vraiment, vraiment dur. Une fois que j'ai eu l'épaule opérée, je suis complètement passé à l'étape d'après, à la préparation des JO 2024 et des compétitions même qui sont arrivées avant les championnats d'Europe et les championnats du monde de Doha. Finalement, ça a été une période assez amusante et assez enrichissante parce que je suis sorti de la routine, un peu des entraînements collectifs, des entraînements de water polo. Là, vraiment, je me battais pour récupérer mon épaule. Donc, chaque jour, je voyais la progression, étape par étape. Et c'est ça qui était un peu
plaisant dans la récupération complète de l'épaule et de mon niveau. Donc ça a été une période plutôt amusante au final. Juste avant les championnats du monde de Doha, l'équipe de France, qui était déjà à un niveau de performance assez élevé, a enregistré le retour de Mike Bodegas dans l'équipe. On ne présente pas Mike, médaillé de bronze aux Jeux, champion du monde avec l'Italie, qui a joué 4 ans à Recco, enfin bref, un taulier. En plus, qui pouvait soulager Thomas en occupant la place de devant, qui peut jouer un petit peu partout. C'est quoi l'apport de Mike sur les résultats de l'équipe? Je ne parle pas forcément en termes dans le jeu, dans le scoring, mais le côté extra-polo. Est-ce que le bien qu'il a dû faire à cette équipe, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Comme tu l'as dit, je pense que parler de l'apport de Mike dans l'eau, en fait, ça semble un peu évident parce que, ben voilà, c'est une pointe, et en règle générale, un joueur, parce qu'il peut aussi jouer très, très bien derrière et c'est un joueur, en règle générale, qui est exceptionnel et qui a joué partout au niveau international et qui voilà, est impressionnant. C'est vrai que l'apport de Mike à Doha et avant et même au jeu a été en fait, en tant que leader, en tant que joueur d'expérience, c'est une personne vraiment, inspirante, je pense pour tout le monde, pour nous les plus jeunes aussi. Moi, à titre personnel, c'était mon joueur préféré quand j'étais petit aussi, parce que c'était le premier joueur français qui parti jouer à l'international à ce niveau-là et cetera et c'est vrai que jouer avec lui et la façon dont il est avec nous, même encore à Marseille, c'est un vrai leader comme on peut l'entendre dans la définition. Il en fait pas trop, il fait ce qu'il faut au bon moment et il tire un peu tout le monde avec lui. Voilà. Moi, je peux rien dire de plus parce que je pense que c'est déjà exceptionnel, quoi. Romain, tu veux ajouter quelque chose? Bon, Alex, il a tout dit, hein, c'est un exemple à suivre, c'est un bon blagueur. Donc c'est vraiment un mec avec qui on prend du plaisir à jouer et à suivre dans la vie et dans le jeu, quoi. Alors on va ouvrir un petit épisode quand même sur les JO. Les JO, c'est comment les JO? C'est comment les JO? C'est comme on peut l'imaginer, je pense. Heu, c'est grand, c'est exceptionnel, c'est une expérience folle. Après, pour nous, ça a été assez difficile. Je pense qu'on s'est beaucoup préservé, en fait, d'aux JO, de tout ce qu'on évoque quand on parle des JO, donc le village olympique, l'atmosphère, le public, tout ça en France. En fait, on l'a beaucoup préparé, mais on s'en est surtout beaucoup préservé. Je pense même qu'on s'en est même, un peu interdit le bonheur et la joie de vivre ça à certains moments. C'est je pense, mon plus gros regret des Jeux, c'est qu'au final, Et on n'a d'ailleurs, pas Alex, vous l'êtes interdit vous-même? oui, je pense qu'on se l'est interdit un peu entre nous. Je pense que c'était aussi un accord avec le staff. En fait, je pense qu'on s'est surprotégé de l'événement. Est-ce que c'est pour ça qu'on n'a pas performé? Enfin, du coup, on saura jamais, quoi, parce que, on s'est surprotégé et on n'a pas performé. Est-ce que, ça aurait été pire si on s'était pas protégé? Je sais pas. En fait, j'ai pas la réponse là-dessus. Mais oui, après, je vais pas dire, voilà, les Jeux, c'est exceptionnel. La cérémonie d'ouverture, c'était un moment hors du temps. On a vécu des choses folles, quoi. Jouer devant nos familles, devant le public français, c'est quelque chose qu'on revivra certainement plus jamais dans notre vie. C'était immense, enfin, il y a pas de mots pour expliquer ça. Après, voilà, je pense on s'est mis trop de pression nous-mêmes, on s'est surprotégé un peu trop de l'événement. Je pense qu'on s'est pas lâché suffisamment et je pense surtout que c'est mon analyse, mais je pense que le groupe était tellement fort, les relations qu'on avait entre nous étaient tellement fortes, en tant que joueurs, en tant que même hommes, dans cette équipe et ce qui s'est passé avant à Doha, même avant, en fait, je pense que pendant toute la préparation des Jeux, on s'est dit que quoi qu'il arrive, la mayonnaise allait prendre, quand le coup d'envoi du premier match allait démarrer et que, on était suffisamment fort mentalement et en tant que groupe pour réussir à avec tout ce qu'on avait mis en place autour pour réussir à performer et je pense qu'on a un peu, on a attendu, que ce mayonnaise prenne, au moment du coup d'envoi et qu'on n'a pas créé, comme je disais tout à l'heure, avant Doha, toutes ces voilà, ces conflits internes, externes, qu'il y a eu dans l'équipe et ce préparation, je pense que pendant la prépa des Jeux, on l'a pas suffisamment créé entre nous. Je parle en tant que joueur, hein, je parle qu'on s'est pas assez,
préparé, voilà, il n'y a pas eu tellement de conflits entre nous, il n'y a pas eu de tout ça. Après, il y avait pour tout le monde une pression de la sélection qui a fait que c'était différent d'aborder cette prépa-là que d'aborder la prépa de Doha ou d'un autre championnat. Mais qu'au final, on a été beaucoup dans l'attente, vu la force du groupe, de se dire de toute manière, on va réussir à s'en sortir et à recréer ce qui s'est passé parce que on est fort entre nous, parce qu'on s'aime, parce on a vécu des choses exceptionnelles et qu'on l'a pas forcément créé et on l'a pas entretenu pendant la prépa. C'est mon analyse, après c'est purement personnel, je sais que c'est pas la même chose pour tout le monde. C'est mon analyse sur les jeux de Paris, voilà. Florian Brouzeau, pour corroborer ce que tu dis, je vais m'adresser à Romain. Florian Brouzeau, il dit que vous n'avez pas joué parce que vous avez été happé par l'événement et que l'événement a été, vous étiez submergé par l'événement. Alors, je ne veux pas dévoiler des trucs ou quoi. Hein. Moi, je ne suis pas dans l'équipe, mais Romain, est-ce que tu as cette analyse, la même analyse ou la même analyse qu'Alex? C'est quoi ton regard là-dessus? Moi, personnellement, les grosses compétitions avec des piscines pleines à craquer, avec des supporters de tous les côtés, avec un engouement, tout ça, c'est ça qui me motive un peu plus. Et c'est ça qui me donne de l'énergie pendant les matchs, pendant tout le long du tournoi. Est-ce qu'on a été happé par la grandeur des JO? Peut-être ressenti au premier match contre la Hongrie. Ensuite, je pense pas que c'était ça. On n'a pas eu de lâcher prise ou d'osmose comme on avait eu dans l'équipe au tournoi précédent. Après, je sais pas si c'est par rapport à la grandeur de l'événement, si c'est l'équipe a perçu comme ça ou si le fait qu'on s'est trop préparé, qu'on a trop parlé de ces JO, qu'on s'est fixé des objectifs super élevés. Je sais pas si c'est ça qui nous a enlevé l'osmose dans l'équipe, la connexion qu'on avait entre nous, le lâcher prise, un peu la folie dans l'eau, quoi. Je sais pas, c'est pas une recette exacte. Je pourrais pas dire exactement qui nous a causé tort lors de cet événement, mais c'est sûr que c'est un regret de ne pas avoir pu se lâcher comme les compétitions précédentes. Et justement, est-ce que la belle performance, la magnifique performance de Doha n'a pas été justement un peu un trompe-l'œil? C'est-à-dire que, comme l'a dit un peu Alexandre, vous pensiez que peut-être ça allait prendre, enfin en tout cas son avis, que ça allait prendre dès le premier match, que vous étiez fort mentalement, physiquement, et que finalement, en fait, peut-être aussi le résultat, hein, forcément les résultats pèsent, bah, de pas réussir, bon, c'est sûr qu'attaquer avec la Hongrie, c'est compliqué, mais même si ça se joue à pas grand-chose, au final, est-ce que ça n'a pas perturbé un peu tout ça? Je sais pas, comme j'ai dit, je pense que à la fois ça nous a permis d'y croire et ça nous a renforcés en tant que groupe et à la fois, on a vécu des choses on a réussi à faire des choses, exceptionnelles qu'on s'est dit qu'on était capable de reproduire et que je pense qu'on était vraiment capable de reproduire. Sur le jeu, sur l'osmose qu'il y avait entre nous, sur, l'état d'esprit, sur tout ça. Oui, on a sûrement été, le match de la Hongrie, c'est évident qu'on a été un peu, surpris quand on est rentré dans cette piscine. Au début, c'est vrai que la façon dont on démarre le match, ça se voit qu'on est un peu frileux, un peu voilà, que l'événement, la piscine, voilà. Mais sur les matchs d'après, j'ai pas eu l'impression et puis la réalité, c'est voilà, on perd la Hongrie d'un but, on perd l'Australie d'un but. Si on gagne, l'Australie d'un but au lieu de la perte d'un but, peut-être que tous nos JO changent à ce moment-là, parce qu'on aurait été qualifiés pour les quarts de finale quasiment et que je sais pas, comme a dit Romain, c'est pas une science exacte. Je pense qu'on n'en a pas dormi pendant quelques nuits avec Romain de ces jeux. On a essayé de faire l'analyse dans nos têtes des centaines, voire des milliers de fois. Et j'ai pas de réponse à pourquoi ça s'est passé. Est-ce que c'est la faute de Doha? Est-ce que c'est la faute de Doha? Je pense que c'est pas noir, c'est pas blanc, que c'est quelque chose qui est inexact, c'est une science inexacte et que c'est trop compliqué de faire une analyse comme ça, de trouver des coupables. Les premiers coupables, c'est nous et Alex, nous, on cherche pas de coupable. Hein. oui, Pour nous, d'abord, il n'y a pas de coupable. Hein. C'est du sport, il y a un vainqueur, il y a un perdant, il n'y a pas de coupable. Moi, je pense que quand j'ai vu le tirage au sort et que j'ai vu que vous aviez le Japon et l'Australie dans la poule, comme vous aviez battu l'Australie assez nettement quand même à Doha 6 mois avant, et que le Japon, même si c'est une équipe qui est pénible, c'était une équipe qui était abordable, je me suis dit, s'ils finissent avec 2 victoires sur 5 matchs, normalement, tu es en quart. Et c'est surtout que personne n'a vu cette Australie battre la Serbie et battre la Hongrie.
au-delà de la victoire contre la France, j'avais jamais anticipé une Australie à ce niveau-là, qui a même failli battre les US en quart et aller en demi. La vraie surprise quand même de cette poule, c'est l'Australie. Vous avez fait 2 buts l'Espagne, 1 but la Hongrie, 1 but l'Australie. C'est pas non plus, vous battez le Japon. Il y a pas, c'est pas honteux non plus, hein. Il y a le match contre les Serbes qui est à mettre de côté, mais les Serbes qui ont fini par transpercer un peu tout le monde. Pour vous, ça reste une contre-performance. Les jeux au global, je veux dire. En fait, en pensant aux résultats qu'on avait produits aux compétitions précédentes et en fait, qu'on montait progressivement, on était vraiment sur une pente ascendante tout au long du cycle. On espérait vraiment finir sur une médaille en apothéose et finir le jeu, quoi. Donc, c'est sûr que ça a été très, très décevant. Vraiment, les semaines qui ont suivi, on était complètement paumés, complètement déçus du résultat. Contre-performance, après, c'est sûr que ça se joue, comme on l'a dit, à un but contre l'Australie, un but contre la Hongrie. Et vraiment, est-ce que le discours aurait changé si on avait gagné d'un but ou pas? Je sais pas, mais c'est sûr que c'est décevant au final de finir qu'à la 10e place des JO, quand c'était l'événement majeur en France et qui va pas se reproduire pendant peut-être une centaine d'années. Donc, oui, c'était décevant devant le public français, devant sa famille. Pour soi-même, pas réussir l'objectif qu'on s'est fixé, c'était très compliqué, ouais. Quelle était l'ambiance pendant le tournoi olympique entre vous? Tout à l'heure, Alex parlait un peu de tension. Forcément, dans un groupe, il faut un peu de tension aussi, un peu de conflit parce que ça permet de réajuster. Mais pendant l'épreuve, pendant les matchs, au fur et à mesure, comment était l'ambiance? Il y a rien à dire. L'ambiance, en fait, du début à la fin, elle a été, je pense qu'on a manqué de tension justement pendant la prépa pour voilà, se monter en pression avant que la vraie pression arrive. Mais l'ambiance dans l'équipe pendant les jeux et même après, elle a été exceptionnelle. En fait, je pense qu'on était vraiment un groupe, voilà, avec quelque chose d'extraordinaire. L'ambiance entre nous est toujours restée au top. Il y a jamais eu de conflit, même pendant les moments difficiles, pendant les jeux. Et je pense que ça a été notre force. Après, on peut dire que oui, les conflits, tout ça, je pense qu'il faut qu'ils arrivent à un moment. Est-ce qu'il faut qu'ils arrivent pendant la compétition? Je suis pas sûr non plus. Il y a vraiment eu une osmose entre nous du début à la fin, même quand à la fin c'était horrible quand on a été éliminé contre la Serbie. On est resté un groupe et au final, il nous reste, je pense, voilà, parce qu'il y a quand même une majorité du groupe qui est partie maintenant. On en garde quand même des souvenirs humains de relations d'expériences avec ces mecs-là, exceptionnels. Enfin, moi, comme a parlé Romain, voilà, de toute la déception, de tout ça, c'est indescriptible, mais j'en tire quand même de ces 3 à 4 ans, des souvenirs humains extraordinaires avec ces mecs-là, quoi. C'est le vrai positif. Oui, c'était une vraie aventure, quoi. Oui. Il vous a fallu combien de temps pour redescendre, digérer, repartir au feu avec la saison des clubs, hein, puisque le polo est un sport merveilleux où on joue quasiment 12 mois sur 12. Est-ce que ça vous a fait du bien de reprendre assez rapidement au club ou est-ce que vous avez eu besoin d'un après un peu solitaire pour digérer tout ça? Comment ça s'est passé pour vous, Romain? Après les JO, il y a eu quand même une petite pause, même une pause un peu plus longue que les étés précédents après les compétitions internationales. Donc ça fait du bien et ça a vraiment servi parce que en finissant les JO, je savais vraiment pas ce que j'avais envie de faire les jours qui arrivaient, quoi. Donc j'étais complètement désorienté. Je me disais que tout était fini un peu après les JO, qu'on était passé à côté. Ensuite, la période de vacances, ça fait vraiment du bien. Au final, en reprenant avec le club, ça fait vraiment du bien aussi. Parce qu'en finissant les JO, je me disais que j'avais pas, enfin, que là, en pensant à la rentrée en club, ça me donnait pas du tout envie. Et au final, quand on a repris en septembre, c'est venu tout seul. Et puis, petit à petit, je me suis remis dedans, quoi, avec l'équipe de Marseille. Et le plaisir est revenu. Et Alex, toi, comment tu as géré? Pareil, quasiment comme Romain, ça a été très dur après les jeux, même les vacances ont été compliquées. Et en fait, de reprendre
Voilà, bon, on a eu, ouais, quasiment un mois, en fait, le fait de revenir et de reprendre et surtout de pouvoir partager, à nouveau des moments avec les mecs qui ont vécu, ces choses-là avec toi. Ça te permet de passer à autre chose parce que même ta famille, même tes proches, qui essaient de te consoler après les jeux, ça n'a pas d'équivalent comparé aux mecs qui l'ont vécu avec toi, quoi. Et donc reprendre rapidement, se remettre dans le bain, à la fois c'était un peu dur au début et à la fois ça nous a vraiment permis de passer à autre chose, quoi. Alors on va reprendre le sourire un petit peu, puisque, justement cette saison 2024-2025, vous avez fait un top 4 mondial avec l'équipe de France et vous allez faire un top 4 européen avec votre club, puisque vous vous êtes, très, très brillamment et de manière assez, impressionnante, qualifiés pour le Final Four. Donc un dernier carré, Nice l'avait fait, mais c'était, j'avais dit, c'est pas une formule, la même formule. D'ailleurs, le petit clin d'œil, c'est que Nice, en demi-finale au match aller, avait joué le Yardrans Split, avait gagné 9-7 comme vous. Vous, c'était en poule, mais c'est un peu différent. Ça fait plusieurs fois que Marseille, met des moyens quand même, pour, aller, plus haut au niveau européen et puis, il y avait eu une absence du top 8, je crois. Il y avait un top 8 où, à Hanovre, où vous aviez fini avant-dernier, un truc comme ça et il y avait pas de malgré les moyens, il y avait pas j'allais dire de concrétisation, même si, tout le monde veut y aller au Final Four, donc je sais bien que c'est pas facile. Mais là, cette année, vous avez enchaîné des perfs, quand même, assez incroyables et donc vous atteignez ce Final Four à Malte où je pense vous aurez, des ambitions, légitimes. Ouais, l'année en Ligue des Champions, elle était vraiment magnifique jusqu'à maintenant. Sur tous les matchs à domicile, on a eu la piscine à guichet fermé, remplie, plein de supporters, nous encourager du début à la fin. L'ambiance a été vraiment magnifique et c'est ça qui nous a aidés, je pense. Nous a vraiment poussé, porté, donné de l'énergie et ça nous a motivés encore plus à aller chercher cette qualification en Final Four. Donc déjà, je remercie le public de marseillais qui a été vraiment fabuleux. Maintenant, on est qualifié au Final Four, une première pour le club. Donc personnellement, c'est vraiment spécial de jouer les demi-finales de Ligue des Champions avec son club, dans sa ville. C'est vraiment extraordinaire. Donc ça me donne envie d'aller chercher le titre, quoi. Et on espère, on se prépare en ce moment et on espère aller le chercher dans quelques semaines à Malte, avec toute l'équipe, tout le staff et tous les gens qui nous ont amenés tout au long de cette année qui a été vraiment belle sur les moments pendant les entraînements, en dehors, lors des cafés, des repas ensemble, des activités ensemble, qui a été belle pendant les matchs, la cohésion, l'entraide, tout ce qui s'est passé pendant les matchs. C'est vraiment une énergie qu'on a trouvée cette année et qui nous a aidés aussi, enfin qui nous a fait gagner des matchs, en mettant, même, des écarts de but, qui étaient pas, prédits à l'avance. On a gagné Olympiakos de 4 ou 5 buts, Novi-Beograd pareil, Jadran Split pareil. Donc c'est vraiment quelque chose qui est un peu, extraordinaire dans l'histoire du club et maintenant, il faut qu'on aille, au bout, quoi. C'est vraiment faut saisir notre chance. Même si je sais qu'à ce stade de la compétition, il y a que du lourd, est-ce que vous avez une préférence en demi, pour entre Barceloneta et Ferencváros? Même si c'est 2 écuries, très fortes, mais est-ce que vous allez aller à Olympiakos, pour, déterminer la première place de la poule? Est-ce que c'est un match crucial parce que vous voulez éviter Ferencváros ou en fait, est-ce que vous prendrez ce qu'on vous propose en demi et peu importe l'adversaire? Je pense qu'on va aller à Athènes pour gagner, ça c'est sûr. Après, Barceloneta et Ferencváros, voilà, on pourrait Ferencváros est peut-être un peu plus solide au vu de sa saison, mais c'est surtout ces 2 styles de jeu totalement différents, vraiment totalement différents et on commence à se préparer pour les 2, l'éventualité des 2 et comme j'ai dit, avant en off, j'espère qu'on jouera, l'un en demi et l'autre en finale ou inversement. Je pense qu'on se prépare vraiment bien pour tous les scénarios possibles et que voilà, on est rentré il nous reste 20-25 jours, pour aller jouer, une compétition que peut-être qu'on reverra plus, pendant des années, donc on ne sait pas. Donc c'est une vraie opportunité. Il faut aller la saisir, on va se préparer pour. Après c'est sûr que c'est le gratin, c'est les 4 meilleurs clubs du monde, ça va se jouer à des détails, à l'énergie, à la microseconde, on rentre dans le moment le plus important de la saison. Alors pour les gens qui savent pas trop comment ça marche et la vie d'un sportif de niveau, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu là, tu m'as dit, vous êtes à 20-25 jours de
de cette échéance. C'est quoi le quotidien d'entraînement, de vie c'est quoi une journée de Romain ou d'Alex actuellement? Alors, on a un entraînement le matin qu'on va commencer souvent à 9 heures. On va faire 1 heure de préparation physique, donc ça va être soit de la mobilité simple, des mouvements de muscu mais sans trop de charge, ou alors justement ça va être des mouvements de muscu avec plutôt de la charge. On va alterner un jour plutôt mobilité, un jour muscu. Après cette heure-là, on va avoir en gros plus ou moins 1 heure de natation avec le préparateur natation qui est Romain Barnier. Et après ça, on va avoir la partie water polo, donc plus technique, mouvement de base, mouvement technique, de défense et partie tactique. Ensuite, donc ça peut être zone plus, attaque placée et on va finir l'entraînement après ça. Ça t'amène à quelle heure? Donc tu m'as dit vous arrivez à 9h. On finit l'entraînement du matin à midi. OK, donc 9h midi. De 9 heures à midi le matin. Ensuite, on mange quasiment toute l'équipe au club. On a la chance d'avoir le repas qui est prêt. Ensuite, on rentre chez nous. Je pense que la plupart font une sieste. Moi, personnellement, je fais la sieste. Et puis ensuite, on s'occupe l'après-midi avec un livre, soit on travaille sur les études ou on peut faire toutes sortes de choses. Et ensuite, on repart à l'entraînement le soir qui est à 19 heures en général. Et là, on repart pour 1h30, entre 1h30 et 2 heures d'entraînement dans l'eau. Plus axé sur water polo le soir. Et ça, c'est 5 jours sur 5 ou il y a un petit off à un moment donné? En général, arrivé à 3 entraînements ou 4 entraînements, il y a une matinée ou un soir de repos qui coupe la semaine en 2. Et ensuite, on fait la deuxième partie de semaine et le week-end après le match qu'on a sans doute eu, on a un jour de repos complet, un jour off. D'accord. Bon, donc ça donne une idée pour les gens du volume horaire hebdomadaire nécessaire pour arriver à performer à ce niveau-là. Juste pour compléter, vous avez, vous survolez le championnat jusqu'à présent et souvent il a été évoqué que vous aviez des charges un peu aussi les jours de match. Est-ce que vous confirmez ça justement pour travailler sur, je pense, l'objectif principal du club qui est la Champions League? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus? Oui, pendant la saison régulière, en fonction des matchs, on continue de travailler. En fait, on relâche pas avant le match, comme on peut le faire sur certains matchs de Champions League, qu'on continue de travailler un peu, oui, le matin. Après, et c'est toujours dans l'idée de le match, c'est le match, il faut le gagner et peu importe l'adversaire. Donc, mais c'est vrai qu'il y a des moments où on est plus ou moins fatigué en jouant les matchs de championnat, ça c'est vrai. Après, je vous rassure, pour la finale samedi prochain, je pense pas qu'on va arriver cramé. On va la jouer copie finale et on sera en forme pour performer. On n'aura pas de surplus de fatigue pour cette finale-là. Il y aura au moins le voyage puisque c'est quand même assez rapproché du match à Olympiakos. Ouais, c'est ça. Mais ce qu'il y a un autre avantage, c'est que c'est à Aix. Donc là, pour le coup, on va se faire loin. Qu'est-ce que vous attendez de cette double confrontation entre Aix, double ou triple peut-être, de cette finale? Est-ce que vous redoutez quelque chose? Est-ce que vous préfériez que Aix passe Strasbourg, indépendamment du fait que c'est plus loin au niveau du dépassement? Strasbourg est la seule équipe qui vous a tenu en échec et battu au pénalty cette année. Aix, non. Est-ce que c'est un adversaire plus prenable pour vous? Ou est-ce que finalement vous vous en fichez un petit peu de qui vous devez rencontrer? Non, il y a pas trop de différence. C'est deux bonnes équipes qui nous ont quand même causé des soucis pendant l'année, même si contre Aix, on n'a pas perdu. On a quand même, ils nous ont quand même fait galérer à l'aller. Je crois qu'on a gagné que de 3 ou 4 buts. Puis au retour, ils nous ont tenus quand même pendant le match et où ça s'est libéré en 4e période. Je pense que dans tous les cas, les deux, ça aurait été une finale vraiment dure et sérieuse. À Aix, la finale qu'on va devoir jouer, ça va être loin d'être facile parce que ils ont une ambiance avec le public, ils ont une énergie différente dans leur piscine et on a vu qu'ils arrivaient à retourner des situations même où ils étaient menés de 5 buts, je crois, contre Strasbourg. Ils ont réussi à renverser le match, donc va falloir vraiment les prendre au sérieux et jouer ce match comme une finale. C'est une finale d'ailleurs. Romain, toi, avant d'aller à Malte, essayer d'aller conquérir la Coupe d'Europe des clubs champions, toi, tu as gagné une Coupe d'Europe
tu faisais partie de cette équipe qui a gagné l'Eurocup contre Yardan Erchagnovi. Il y a peu de joueurs qui gagnent une Coupe d'Europe, tous sports confondus en France, et peu de joueurs qui la gagnent avec le club de toute une vie et le club de naissance. Qu'est-ce que tu retiens de cette Eurocup, soit c'était 2019, l'année au Monténégro? Je retiens des émotions. C'était vraiment des émotions spéciales. Gagner une coupe d'Europe avec son club, quand j'étais petit, en catégorie jeune, je me disais que c'est vraiment un peu probable. C'est un rêve, mais je le voyais pas se réaliser, à un âge aussi jeune, 2 ans ou 3 ans après avoir commencé en pro, quoi. Donc c'est vraiment spécial pour moi, pour jouer dans une équipe qui est dans ma ville, dans mon club de cœur et dans mon club où j'ai toujours joué. Donc c'était vraiment des émotions particulières et indescriptibles. Après ça m'a donné envie de gagner la coupe d'Europe, supérieure. Donc c'est l'étape d'après qui est venue, gagner la Ligue des champions avec le même club, avec Marseille. Alors, il y a un facteur aussi dans cette équipe-là, enfin l'équipe qui a gagné l'Eurocup, c'est Marc Amardeil, qui était l'entraîneur principal et qui maintenant est l'entraîneur adjoint. Est-ce qu'il a un rôle par rapport à ça? Est-ce qu'il a des conseils par rapport aussi à cette épopée-là? Ou c'est vraiment Miloš qui est le leader et qui le reste en fait? Sur cette année-là, il a été vraiment important, alors puisque ça a été sa première année. Et dès sa première année, il nous a menés sur le tour de l'Europe. Donc c'était vraiment spécial. Et puis là, il revient dans le staff en tant qu'assistant et il a un rôle un peu différent puisque c'est plus l'entraîneur principal. Là, il est plus à nous donner des conseils sur des détails que Miloš ne voit pas spécifiquement ou ne prend pas en compte pour le moment. Donc c'est Marc qui regarde un peu plus ça. Puis Marc nous donne un peu une énergie bon enfant, un peu différente et plus dans l'amusement. Donc il a un peu ce côté où il nous détend, où il nous donne de l'énergie différemment. Il y a un facteur aussi important que je voulais soulever avec vous, c'est que on a appris donc la suspension à nouveau de Vladan Spajic. Donc on rappelle les faits, hein, il avait été d'abord suspendu, ensuite il y avait eu un appel qui avait été suspensif, donc sa suspension avait été suspendue. Et là visiblement il est à nouveau suspendu et potentiellement, vous en savez plus que nous, ou possiblement absent du Final Four. D'abord, est-ce que c'est confirmé et qu'est-ce que ça change au-delà du fait que ça fait un joueur en moins, évidemment un poste clé comme la pointe, qu'est-ce que ça change concrètement pour vous? On n'a pas énormément d'infos. La réalité, c'est qu'on a su que sa suspension reprenait effet pour 4 matchs, du coup, parce qu'il en avait purgé 6. Je pense que le club est en train de se démener pour faire appel, mais on n'en sait pas plus. Après, ce que ça va changer pour nous, bien sûr, c'est un joueur important. Bien sûr que la pointe, c'est un point de fixation et que voilà, par rapport aux rotations, par rapport à tout ça, ça va changer. Mais je pense on en a parlé et que il faut pas qu'on change notre philosophie et notre équilibre d'équipe et que ça va être des petits ajustements qu'on a fait et qu'on a déjà fait du coup en première partie de saison. Donc il faut pas que ça nous perturbe particulièrement. Je pense qu'il faut continuer dans la dynamique dans laquelle on est, que s'en sortira avec cet état d'esprit, avec l'agressivité qu'on a montrée, voilà. Et que j'espère qu'il reviendra. Je sais pas si c'est possible, mais j'espère qu'il reviendra bien sûr. Mais ça dépend pas de nous et je pense qu'il faut pas qu'on se concentre là-dessus parce que ce serait parasite pour notre performance. Moi, je voulais revenir un petit peu sur le truc. Donc, top 6 mondial, top 4 mondial, top 4 européen. Romain, donc une Eurocup glanée. Est-ce que vous avez conscience, que là, c'est les deux anciens qui vous parlent, de vivre les meilleures années de votre vie? C'est les meilleures années, ça passe vite. Est-ce que ça s'enchaîne tellement vite que vous n'arrivez pas à vous poser et réaliser quand même ce que vous êtes en train de faire? Mais est-ce que vous avez conscience que vous vivez un truc, les meilleures années de votre, peut-être pas de votre vie, mais de votre carrière en tout cas? Et est-ce que vous avez de temps en temps, vous prenez le temps de vous poser, d'analyser ça? On essaie de profiter des moments au maximum, de tous les moments qu'on a ensemble, les moments d'équipe, les moments de partage.
les ambiances de tournoi, les ambiances de résultats, les fêtes qu'on fait, tout ça. Ensuite, si c'est les meilleures années, j'espère qu'il y en aura des meilleures encore qui arriveront. Mais c'est sûr que ça fait partie des années, on va dire, où il y a eu des très, très bons résultats. Et il faut en profiter au maximum. Donc aujourd'hui, on en profite et je pense qu'on s'en rendra compte plutôt à la fin de la carrière, une fois qu'on aura tout fini. Et là, on pourra analyser, voir quelles ont été les meilleures années, quels ont été les meilleurs moments, les meilleures périodes de notre carrière. Et là, on se rendra compte de ce qu'on a fait, quoi. Mais aujourd'hui, on profite du moment et on pense pas trop à ce qui va arriver ou ce qui est passé et qui n'arrivera plus. Donc, Et est-ce que vous sentez une effervescence? Parce que là, c'est un résultat pour l'instant qui est inédit au club. Est-ce qu'il y a une effervescence réelle depuis cette qualification au Final Four? Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau autour du club? Je ne sais pas, les membres, est-ce qu'il y a plus de membres qui s'intéressent? Ou est-ce que vous sentez un changement ou est-ce que c'est la vie habituelle du cercle, Alex? Oui, c'est exceptionnel, enfin, c'est historique pour le club, tout ça, mais en fait, les gens qui comme on disait, toute l'effervescence qu'on a eue et tous les gens qui nous ont soutenus tout au long de l'année, surtout sur les matchs à domicile et cetera. Voilà, le principe du cercle avec les membres, avec tout ça, c'est des gens qu'on voit tous les jours et c'est des gens qui nous soutiennent au quotidien et depuis un moment. C'est pour ça que j'ai pas senti de vraie différence depuis qu'on s'est qualifiés pour le Final Four, parce que c'est des gens qui nous ont soutenus quand même depuis longtemps. Il y en a beaucoup qui veulent venir à Malte, qui veulent faire le déplacement, des membres du club qui nous ont suivis depuis longtemps, et cetera. Donc ça, c'est bien. Ce serait un plus, à Malte. Mais, non, je veux pas dire, qu'il y a quelque chose qui a fondamentalement changé depuis la qualification. Bien sûr, on reçoit peut-être un peu plus de félicitations de certains membres qui suivent un peu moins. Mais en règle générale, il y a une base, de personnes qui nous suivent qui sont géniaux. On va juste aborder vos situations personnelles. On a bientôt fini. Alex, t'en es où au niveau de ton contrat club actuellement? J'étais en fin de contrat cette année, j'ai re-signé avec le Cercle pour 1 an plus 1 an. Donc voilà, je reste au Cercle, au moins l'année prochaine et l'année d'après, en option aussi. Enfin, j'ai la possibilité de rester, j'ai la possibilité de partir, voilà. Donc, quand on dit 1+1, c'est-à-dire que la deuxième année, le club est obligé de te garder ou il faut que les deux parties, comment ça fonctionne le +1? En gros, c'est un accord avec Fred, mais si je décide de rester, sportivement, je reste pour les conditions qui ont été négociées là cette année. D'accord. Et toi, Romain? moi, j'ai fait pareil qu'Alex, mais sur 3 ans. Donc, c'est 1 an reconductible pendant 3 ans. Donc, si j'ai envie de m'en aller au bout d'1 an, j'en discute avec Fred. Et puis, normalement, je suis libérable. Et si j'ai envie de continuer, je continue sur les conditions qui ont été négociées cette année. Est-ce que vous avez déjà eu des contacts pour aller à l'étranger? Oui, moi j'ai eu des contacts, l'année dernière de Barcelone, Barcelona, pas Barceloneta. Les négociations avec Marseille se sont rapidement faites aussi, donc j'ai jamais eu trop l'occasion de transmettre le message aussi à l'étranger et cetera. Ça se fait beaucoup comme ça dans le water-polo. Pour l'instant, non, à part cette proposition-là, j'ai pas eu d'offres, très intéressantes de l'étranger, ouais. Romain? Et moi, j'ai eu une offre en 2023 de Dubrovnik. Donc, c'était Vieco, le coach, qui m'avait proposé de venir. Mais c'était le moment où, justement, j'avais la blessure à l'épaule qui intervenait. Donc, ça m'avait fait beaucoup hésiter. Puis, c'était avant les JO. Donc, j'avais aussi envie de continuer dans mon club l'année des JO. J'étais un peu à ce moment-là, on va dire, à 50-50. Mais le fait que j'ai la blessure à l'épaule et que j'avais besoin de faire Rééducation? ma rééducation, pardon. Ma rééducation d'épaule, je préférais la faire en France et à Marseille et être dans mon club l'année des JO. À ce moment-là, ça m'a fait choisir Marseille. Et puis, cette année, il y a Trieste aussi qui m'a contacté, mais c'est pas allé bien loin. Au niveau de votre avenir, alors qu'il soit, on va dire hors polo et dans le polo, donc notamment à travers l'équipe de France, c'est quoi? Est-ce que vous avez déjà, tout à l'heure, Romain, tu parlais un petit peu d'études. Alexandre, je sais pas trop de ton côté, voilà, comment vous préparez l'après polo et aussi, aussi les échéances, notamment avec l'équipe de France?
Moi, j'avais mis en pause mes études. J'avais commencé une école d'ingénieur quand j'étais à Montpellier. J'avais continué un peu quand j'étais à Douai. Et puis, j'ai mis en pause un peu quand je suis arrivé à Marseille parce que le rythme était différent à Marseille avec la Coupe d'Europe. Tout ça, c'était plus compliqué. Et puis, il y avait les Jeux qui arrivaient. Donc, c'était très chargé. L'année prochaine, je reprends mes études voilà, en septembre. Alors, c'est quasiment que du distanciel. Donc, pas de contraintes particulières au quotidien, quoi. Enfin voilà, je vais devoir travailler, mais pas de déplacement à faire, quoi. Et Alex, c'est des études d'ingénieur en quoi? L'année prochaine, ce sera pas forcément des études d'ingénieur. En fait, c'est comment ça s'appelle, un diplôme pluridisciplinaire entre 3 écoles, Sciences Po, Centrale Supélec et l'ESSEC. Et voilà, c'est un diplôme qui forme un peu sur les spécialités des 3 écoles. Et ça a été créé à la sortie des Jeux Olympiques, enfin l'année des Jeux. C'est principalement pour les sportifs de haut niveau, donc super aménagé, et cetera. Donc je me suis lancé dans ce programme-là parce que ça a l'air super, ouais. Et donc voilà, l'année prochaine, je reprends, quoi. Et Romain? Et moi, j'ai obtenu une licence d'économie gestion à la faculté de Marseille. Ça, c'était il y a 2 ans et demi maintenant. Puis après, j'avais mis en pause pour la préparation des JO et me concentrer vraiment uniquement sur le water polo. Et l'année prochaine, je suis en train de regarder pour reprendre également dans une école de commerce ou dans cette voie-là, quoi. C'est très bien de savoir aussi pour les jeunes qu'on peut, on voit bien que vous êtes deux jeunes avec la tête bien faite. Donc c'est important aussi pour les jeunes de savoir qu'on peut faire du polo et alors je l'imagine très bien au prix de sacrifice et d'une organisation pointue, mais qu'on peut marier un sport de très haut niveau et des études complexes aussi. Donc c'est bien aussi, le polo est un sport qui rémunère, mais qui permet pas d'être rentier après la carrière. Donc c'est bien d'y penser. C'est bien aussi pour les jeunes qui nous écoutent de savoir, ou les parents, de savoir qu'on peut jouer en équipe de France et ambitionner aussi des études supérieures. Par rapport à l'équipe de France? Alors, par rapport à l'équipe de France, l'équipe de France est dans un moment où ça va être un peu plus compliqué, c'est sûr. Il y a quoi? Il y a 45, ça, ouais, entre 40 et 60% de l'équipe qui a arrêté après les Jeux. Donc forcément, il y a un gros renouveau. Euh, c'est compliqué. Alors, on a fait un tournoi pour la World Cup en janvier qui a été, au final, pas réussi au vu des résultats parce qu'on a fait que des défaites, mais qui a été prometteur au niveau de certains matchs, au niveau du fond de jeu et de ce qu'on a pu proposer. Cet été, on a un tournoi de qualification au championnat d'Europe à Malte, du coup, 5 jours après le Final Four. C'est un tournoi très important pour nous parce qu'il faut absolument se qualifier pour jouer le championnat d'Europe à Belgrade en janvier prochain. Voilà, l'équipe de France, c'est sûr que ça va être un moment un peu plus difficile que ce qu'on a vécu ces dernières années, mais on va se serrer les coudes et on va faire en sorte que l'équipe de France revienne au niveau où elle a été sur les 3 ans. Ça va être compliqué, ça va être long, ça va être au prix de sacrifices, c'est sûr. Moi, personnellement, il n'y a jamais eu quelque chose de plus haut que l'équipe de France dans mon estime sportive et comme rêve. Voilà, on va essayer de rendre à l'équipe de France ce qu'elle nous a donné et de travailler pour la ramener au plus haut niveau. Ce que je peux rajouter, c'est que on repart un peu d'un cran inférieur, quoi. On baisse un peu d'un niveau avec la moitié de l'équipe ou plus qui a arrêté. Après, on a fait des résultats assez accrocheurs au tournoi en Roumanie. C'est sûr que c'est décevant de pas avoir gagné un seul match et de pas avoir pu se qualifier au championnat du monde à Singapour. C'est assez frustrant de pas se qualifier pour une grosse compétition internationale quand on a connu une quasi-régularité les 4 dernières années où on se qualifiait aux grosses compétitions et c'était ça qui nous motivait au quotidien. Donc là, de ne pas se qualifier, c'est un peu difficile aussi. Mais on est parti de là aussi avant ce cycle de Paris où on ne se qualifiait pas au championnat du monde, on ne se qualifiait pas au JO. On prenait des caisses, comme je l'ai dit, contre des grosses équipes. Donc je pense qu'en travaillant au moins comme on l'a fait, et voire plus, on peut arriver à reproduire des bons tournois, des bons résultats.
et on peut espérer continuer sur la dynamique. Et après, c'est sûr qu'aujourd'hui, quand on voit un peu à quoi ça ressemble, le polo français avec la perte de plusieurs clubs dans le championnat, le manque de joueurs ou la diminution du nombre de joueurs sélectionnables, ça fait se poser des questions. Mais je pense qu'il y a quand même, quelque chose à faire si on fait les choses sérieusement et comme on en fait depuis plusieurs années avec un staff sérieux, avec un encadrement vraiment sérieux, quoi, et basé sur les résultats, basé sur la performance. Donc il faut continuer comme ça, il faut pas se poser 1 milliard de questions. Là, votre rôle va un peu changer parce que vous allez devenir, même si vous avez 25 ans, des tauliers, vous étiez des tauliers dans le jeu, mais là, vous allez devoir accompagner un petit peu les nouveaux qui vont arriver puisqu'on a perdu, Émile, Mehdi Marzouki, enfin tout Enzo Katz, tout cela, Mike aussi. Donc vous allez devenir, un petit peu les grands frères. Comment vous assimilez un petit peu ce rôle et comment vous voyez est-ce que vous voyez des jeunes arriver, prometteurs comme vous l'avez été, à votre âge? Est-ce que l'incorporation des nouveaux est-ce que vous voyez des talents qui émergent et qui arrivent et qui vont vous permettre de passer, un cap comme vous l'avez fait, quand vous êtes arrivé? Je pense que l'attitude qu'on va essayer d'adopter, je pense qu'avec Romain, on est assez d'accord là-dessus, c'est que on va essayer d'accompagner au mieux, tous les jeunes qui vont arriver, les nouveaux et comme on a pu le faire pour nous, peut-être de façon un peu plus douce, mais comme on a pu le faire pour nous quand on est arrivé en équipe de France, je pense qu'il faut que l'équipe de France redevienne un endroit où les gens ont envie d'aller, où où les joueurs ont envie de s'exprimer. Parce que l'équipe de France, comme j'ai dit tout à l'heure, ça doit être un rêve, ça doit être le Graal pour un sportif, je pense. Enfin, c'est ma vision des choses. Nous, à notre échelle, on va essayer de faire en sorte que les gens s'y sentent bien parce que l'équipe de France nous a pas rapporté énormément d'argent, elle nous a pas rapporté de titres. Mais par contre, elle nous a rapporté des émotions et des relations humaines qui ont pas de prix et des souvenirs qui ont pas de prix. Et ça, il faut qu'on essaie de le transmettre aux plus jeunes que oui, l'équipe de France, c'est des contraintes qui sont énormes. Vraiment, voilà, c'est beaucoup de jours de stage, beaucoup de travail, beaucoup de conflits, de remise en question pour des moments, très courts de performance et de compétition. Mais que, au final, je pense qu'avec Romain, on compte plus le nombre de jours de stage qu'on a fait, mais que par contre les émotions qu'on a pu vivre à Doha ou même à Paris, elles sont hors de prix, quoi. Donc, on va essayer d'accompagner les plus jeunes. Cet été, il y a un stage cet été, même après le tournoi de qualification à Malte. On va essayer, voilà, d'accompagner tout le monde et puis de ramener le water-polo français, au moins où il était, sur les 3 dernières années. Romain? Oh, c'est ce qu'il a dit, c'est montrer aux jeunes, aux nouveaux qui arrivent, la rigueur qu'il faut pour en arriver là, quoi, pour progresser, pour arriver à un bon niveau international. Après, c'est sûr que ça fait bizarre que dès 25 ans, on soit un peu les partie des plus anciens de l'équipe, ça fait un peu bizarre. Il y a juste, Hugo, les 2 Hugo au-dessus de nous, Pef, je pense pas en oublier, mais c'est vrai que ça fait un peu bizarre rien qu'à 25 ans d'être, parmi les plus anciens. Donc va falloir montrer l'exemple, montrer la rigueur à l'entraînement, montrer la voie et amener tous les nouveaux dans ce cycle et dans cette aventure. Comment vous vous voyez dans 10 ans et même si c'est une question pas facile et où vous vous voyez dans 10 ans? Où je me vois dans 10 ans? Toujours dans le polo? Oui, probablement, je sais pas, mais probablement. Ça nous amènera quoi en 2035? Heu, Ça fera ouais, ouf, ouais, ça fait un moment, mais oui, je sais pas, on voit aussi beaucoup par olympiade. Là, il y a une olympiade qui se prépare pour, voilà, pour Los Angeles. Il y aura après celle de Brisbane. Je sais pas honnêtement en club, bien sûr, pour l'instant le water polo c'est ma passion, j'aime ça, je me vois pas du tout arrêter. Donc, dans 10 ans, je serai sûrement dans le water polo encore. Après, en tant que autre chose que joueur dans le water polo, pour l'instant, je me vois pas. Donc, voilà, mais je pense que dans 10 ans, j'aurai quoi? J'aurai 35 ans. Je pourrai encore jouer. Quand on voit Mike, Hugo, qui continuent encore, c'est possible que je joue encore. Donc,
J'espère qu'en 2035, je serai en train de préparer une belle Olympiade en 2036, quoi. Des beaux Jeux olympiques en 2036 avec une belle équipe de France. Romain? À 35 ans, j'arrive pas encore à m'imaginer là où je serai, mais sans doute encore dans le polo si c'est possible physiquement et mentalement pour moi. Franchement, se projeter 10 ans en avance, c'est un peu dur à l'annoncer aujourd'hui. Mais j'espère être toujours dans le polo et préparer, comme l'a dit Alex, les Jeux olympiques de 2036. Ça serait vraiment un bel objectif à ce moment-là, à cet âge-là. Donc j'espère que ça sera ça, mais je peux rien certifier aujourd'hui. Donc on arrive donc quasiment à la fin de cet épisode et on a pour habitude, lorsqu'on a des invités, et des invités prestigieux comme vous, de savoir qui vous verrez bien à votre place à ce micro. Allez, Romain, pour commencer. Je vois bien ma place, je sais pas si vous connaissez Rafael Nadal. Si vous arrivez à l'amener ici, ça serait vraiment génial, je pense. Je fais un plus haut modéré. Moi, j'aimerais bien voir Mike Bodega Très bonne idée également. ici. Il est prévu, hein. Là, j'ai pris contact avec Mike, il a donné son accord. Et il faut qu'on se mette d'accord juste sur le timing, quand est-ce que ça sera, etc. Mais Mike, évidemment, est prévu dans la liste des invités. Il va faire péter l'audience, je pense. Ouais, et donc voilà. En tout cas, c'était rafraîchissant d'avoir 2 jeunes avec la tête bien faite et puis qui parlent de leur sport avec passion et humilité. C'était bien dans les temps un petit peu troublés où on doute un peu de la jeunesse. Je trouve que c'est bien d'avoir pas des gamins, mais des jeunes qui parlent bien de leur sport et avec la tête bien faite. Et puis, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation et j'espère que vous avez passé un bon moment. Et en tout cas, merci pour tout ce que vous avez fait vivre et puis pour la suite qui sera peut-être aussi belle. Ouais, et un dernier mot quand même, si on veut vous suivre, si on veut voir un petit peu comment Alexandre Bouet et Romain Marion Vernoux sur les réseaux sociaux, voilà, vous trouverez la description éventuellement dans la liste de ce podcast, mais si vous pouvez peut-être l'annoncer déjà pour nos auditeurs, où est-ce qu'on vous suit, où est-ce qu'on vous retrouve? Bon, on nous retrouve principalement dans les bassins, ça c'est sûr. Et après, oui, sur Instagram, on partage un peu quelques trucs, mais on n'est pas très, très actif non plus, mais on essaie de partager quelques trucs sur Instagram, ouais. Ou sinon, on vous retrouve au Final Four, en finale du championnat de France et en équipe de France. Exact. Voilà. En tout cas, merci, comme l'a dit Frédéric, merci d'avoir répondu à notre invitation. Voilà, que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Au revoir. Merci à vous. Merci à vous, ça va un plaisir. Merci, ciao. Breaking news, and this one is your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Going to the gym can be discouraging, especially if you're putting in the work but barely seeing changes. But with Tonal, you can actually see your progress with every workout. Tonal provides the convenience of a full gym and the expertise of a personal trainer anytime at home with one sleek system. Designed to reduce your mental load, Tonal is the ultimate strength training system, helping you focus less on workout planning and more on getting results. No more second-guessing your technique. Tonal gives you real-time coaching cues to dial in your form and help you lift safely and effectively. After a quick assessment, Tonal sets the optimal weight for every move and adjusts in 1 pound increments as you get stronger, so you're always challenged. Tonal lets you choose from a variety of expert-led workouts, from strength to aero hit to yoga and mobility, to keep you coming back for more. For a limited time, go to Tonal.com to get $500 off your Tonal purchase, plus a free 4-year warranty. That's Tonal.com for $500 off, plus a free 4-year warranty. Tonal.com.
N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez noter l'épisode, le partager et pour ne pas manquer les prochains, pensez à vous abonner. À très vite sur La Pointe.